La chimiothérapie est l'un des outils à disposition des oncologues pour traiter les tumeurs cérébrales. Toutefois, son utilisation est parfois plus compliquée que pour d'autres cancers. Pour nous éclairer, je reçois la docteure Dehé. Elle est neuro-oncologue à la Pitié-Salpêtrière. Docteur Dehé, bonjour. Bonjour Céline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment est prescrit la chimiothérapie pour une tumeur cérébrale? Alors la prise en charge des tumeurs cérébrales débute toujours par un acte neurochirurgical qui va avoir pour objectif d'avoir le diagnostic, mais également de pouvoir enlever le maximum de tumeurs possibles, tout en tenant compte de l'âge du patient et des régions fonctionnelles, des conséquences éventuelles de l'acte chirurgical. Et la chirurgie est ensuite suivie d'une irradiation ce qu'on appelle le lit tumoral, c'est-à-dire de la région du cerveau dans laquelle la tumeur était située. Depuis 2005, il a été bien démontré que l'association d'une chimiothérapie par temozolomide au traitement de radiothérapie augmente la durée et l'importance de la réponse au traitement dans la tumeur cérébrale la plus fréquente, qui est le glioblastome. C'est désormais ce qui est considéré comme le traitement standard. Depuis 2005, d'autres études ont également montré l'intérêt d'une combinaison de traitements radio-chimiothérapie dans les gliomes dits de bas grade, les gliomes de grade 2 ou les gliomes anaplasiques de grade 3. Les décisions de traitement sont prises de façon collégiale lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans certaines situations, il peut être décidé de n'initier qu'une chimiothérapie seule, sans radiothérapie, notamment lorsque nous sommes face à des patients qui sont particulièrement âgés ou particulièrement fragiles. L'intérêt d'une chimiothérapie seule est aussi en cours d'évaluation dans certains gliomes, notamment dans les tumeurs oligodendrogliales, pour lesquelles nous savons que la combinaison de radiochimiothérapie permet des réponses très très longues, c'est-à-dire que les patients vont être en rémission pendant de très longues années, mais la durée de cette rémission va aussi être associée à la possibilité de survenue de troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés de pensée, un ralentissement de la pensée, des troubles de la mémoire. Et donc à l'heure actuelle, les essais sont en cours pour évaluer l'intérêt d'une chimiothérapie seule au diagnostic afin de retarder le moment où la radiothérapie sera réalisée. Comment le traitement il se déroule? Tout d'abord, le choix du traitement de chimiothérapie tient compte d'un certain nombre de critères. Le diagnostic tumoral, bien sûr, l'âge du patient, ses antécédents éventuels et son état de santé en général. Est-ce qu'il existe des maladies associées? Est-ce que le patient a certaines contraintes qui pourraient être des contraintes d'organisation professionnelle, des contraintes liées à la géographie? Toute décision est prise lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire dans laquelle on va tenir compte de l'ensemble de ces paramètres et on va à ce moment-là remettre au patient un plan personnalisé de soins qui est finalement un protocole qui lui décrit de façon précise le traitement qui va se dérouler. Les traitements que nous utilisons, les chimiothérapies que nous utilisons, peuvent être administrés par voie orale, sous la forme de comprimés ou de gélules, ou par voie intraveineuse, sous la forme d'une perfusion. Lorsque l'on a besoin d'avoir recours à plusieurs reprises à un traitement par perfusion, il est souvent plus simple et plus confortable pour le patient de mettre en place une chambre implantable, c'est un petit boîtier sous la clavicule, dans lequel la perfusion sera directement posée. Ce que nous appelons un schéma de traitement, un protocole de traitement, ça comporte en fait plusieurs phases que nous allons appeler soit des cures, soit des cycles. Ce sont deux mots qui ont le même sens pour nous et qui correspondent à des intervalles de temps pendant lesquels le patient va recevoir le traitement pendant une période donnée et qui vont alterner avec des périodes de repos. Ainsi, quand on propose un traitement dans le glioblastome, on part sur un objectif de 6 cycles de traitement, c'est-à-dire sur 6 mois de traitement. Lorsque le traitement est en comprimé, le traitement peut être pris à domicile. Le patient vient juste à l'hôpital en consultation, rencontrer son équipe soignante qui s'assure à ce moment-là de la tolérance des cycles précédents, de comment va le patient à ce moment-là. Et c'est aussi l'occasion de réévaluer la réponse au traitement de la maladie tumorale. Mais le patient à ce moment-là peut rentrer chez lui et prendre le traitement à son domicile. Lorsque nous avons besoin de faire une perfusion, dans la grande majorité des cas, celle-ci se réalise dans le cadre d'un hôpital de jour, c'est-à-dire que le patient arrive à l'hôpital le matin, passe avec nous quelques heures et puis rentre chez lui le soir même. Quelle spécificité des tumeurs cérébrales qui font que parfois la chimiothérapie est plus compliquée? Alors il existe en fait une barrière physiologique entre le sang et le cerveau. Cette barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique agit comme un filtre
entre le sang et le cerveau. En fait, ce filtre est très utile et il est indispensable car il permet le maintien d'un équilibre biologique absolument parfait et non modifié au cours du temps au sein du cerveau, ce qui permet en fait au cerveau de maintenir en permanence son fonctionnement particulièrement complexe. Ce filtre, il a également un rôle de protection puisqu'il empêche la pénétration dans le cerveau d'un certain nombre de toxiques, de drogues, d'agents biologiques, d'agents infectieux. Malheureusement, ce filtre, il empêche aussi l'entrée des médicaments, des grosses molécules dans le cerveau. Et c'est ce qui explique le frein au traitement de nombreuses maladies neurologiques à l'heure actuelle, et notamment des maladies tumorales. Ce frein constitué par la barrière hémato-encéphalique, dans le cadre des tumeurs cérébrales, il est également aggravé car autour de la tumeur apparaît un œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement des tissus cérébraux qui finalement va encore augmenter la distance entre le contenu du sang et les cellules tumorales. Une des façons que nous pourrions avoir de franchir malgré tout la barrière hémato-encéphalique, c'est d'augmenter la dose des traitements. Malheureusement, nous serions obligés d'administrer des doses telles qu'elles seraient toxiques pour le reste de l'organisme, ce qui n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur comment franchir la barrière hémato-encéphalique. Il y a déjà plusieurs solutions qui sont accessibles. La première est d'aller mettre directement la chimiothérapie en contact avec les cellules tumorales. Et ce que l'on peut faire, par exemple, avec des pastilles de carmustine, un traitement que l'on appelle le gliadel, qui correspond à des petites pastilles qui vont être vraiment, après la chirurgie, au moment de la chirurgie, déposées directement dans la cavité opératoire. Le traitement peut également être infusé dans la cavité opératoire par un petit système de cathéter qui passerait par la peau et qui irait directement dans la tumeur. On travaille actuellement sur trouver des moyens de accompagner les médicaments pour franchir la barrière hémato-encéphalique. Et par exemple, on peut imaginer qu'on va lier les médicaments à des nanovecteurs ou à des molécules très particulières qui vont leur permettre de passer le filtre. Une autre voie de recherche, c'est tout simplement d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Et là aussi, il y a des études en cours avec des puces à ultrasons qu'on peut activer quelques minutes avant l'administration de la chimiothérapie pour permettre à celle-ci de mieux pénétrer dans le cerveau. Quels sont les effets secondaires que les patients et patientes peuvent malheureusement expérimenter avec la chimio ? Alors malheureusement, effectivement, la chimiothérapie donne de nombreux effets secondaires. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que leur fréquence et leur sévérité sont extrêmement variables et que, bien sûr, un seul patient ne va pas lui-même rencontrer l'ensemble des effets secondaires. Les effets secondaires particulièrement fréquents sont la fatigue et la perte d'appétit. Ça, c'est quand même des effets secondaires que l'on observe et il est important de bien expliquer au préalable au patient ce qu'il va lui arriver et par exemple d'adapter son activité pour s'adapter à cette situation de fatigue sans que non plus il arrête totalement son activité. Les autres effets secondaires principaux sont essentiellement liés au mode d'action de la chimiothérapie. En fait, la chimiothérapie, elle agit parce qu'elle va empêcher la division des cellules. Donc, elle va empêcher à la tumeur de grossir en l'empêchant de se multiplier. Mais elle va aussi agir sur les cellules à renouvellement rapide, comme les cellules de la peau ou des muqueuses, ce qui explique une sécheresse de la peau, la chute des cheveux, la bouche sèche, sur les cellules de la muqueuse gastrique, ce qui explique en fait les nausées et vomissements, de la muqueuse intestinale, cela donne de la diarrhée, et surtout de la moelle osseuse, qui est la machinerie à fabriquer des cellules sanguines, et les patients sont très à risque d'avoir une chute des globules blancs ou des plaquettes, ce qui les expose à un risque infectieux ou à un risque hémorragique. Là, j'ai cité les effets secondaires les plus fréquents. Bien sûr, beaucoup d'autres effets secondaires sont possibles et cela nécessite une très bonne communication entre le patient qui ne doit pas hésiter à signaler à l'équipe soignante tout inconfort et puis l'équipe qui le prend en charge. Et du coup, comment anticiper la prise en charge de ces effets secondaires ? Alors, comment les anticiper ? D'abord, je pense qu'il faut une bonne information du patient. Je pense que c'est important de lui expliquer ce qui peut arriver. L'expérience montre que quand le patient est prévenu, il est déjà beaucoup moins inquiet parce que finalement, on m'a dit que ça allait arriver. Voilà. Donc, c'est le prévenir. Ensuite, c'est de lui dire de ne pas du tout hésiter. Il ne faut pas que les patients et les patientes hésitent à signaler vraiment tout inconfort, toute sensation désagréable qui leur arrive au moment de l'administration du traitement, mais également très à distance. Et ça, ils peuvent en référer à leur équipe
au médecin, mais maintenant la majorité des équipes en cancérologie disposent d'une infirmière de coordination de soins ou d'une IPA, et puis aussi tout le personnel qu'ils vont rencontrer au cours de leur passage hospitalier, les aides-soignants, psychologues. Certains effets secondaires peuvent être prévenus. On peut être amené à prévenir de façon systématique les nausées, par exemple, en donnant un traitement antinauséeux spécifique. On peut prévenir certaines complications infectieuses en donnant de façon anticipée des antibiotiques. Et puis, il existe aussi beaucoup de méthodes autres que médicamenteuses qui permettent aussi d'accepter et d'endurer la chimiothérapie avec le moins d'inconfort possible, comme l'acupuncture, la méditation, etc. Que diriez-vous à un patient ou une patiente qui s'apprête à recevoir sa première dose de chimiothérapie? Alors, je lui dirais tout d'abord qu'il ne faut pas qu'il se représente la chimiothérapie comme on se la représente tous. C'est-à-dire qu'en neuro-oncologie, notamment, dans la prise en charge des tumeurs cérébrales, on utilise quand même des produits de chimiothérapie qui sont globalement extrêmement bien tolérés. Il est exceptionnel de voir un patient vomir dès la réalisation de la perfusion. La première chose, je leur dis, c'est ne tenez pas compte de ce qui a pu déjà vous être rapporté ou des idées que vous pouvez déjà avoir sur un traitement de chimiothérapie. Ensuite, je lui dirais de ne pas hésiter à nous interpeller, à nous contacter, y compris s'il est à son domicile, pour nous signaler tout ce qui est arrivé, car on a souvent des solutions très pratiques à lui proposer. Et puis, ce que je lui conseillerais aussi, c'est de venir le plus possible accompagner à ces différentes séances pour ne jamais être seul et pour avoir avec lui toujours une deuxième personne qui est aussi un autre interlocuteur pour nous, qui sera capable de bien nous rapporter tout ce qui est arrivé, tous les effets secondaires, peut-être mieux que le patient qui est lui-même un peu fatigué, un peu épuisé, et un peu, je dirais, un petit peu effondré par tout ce qui lui arrive, quoi. Docteur Dehé, vous êtes neuro-oncologue à la Pitié-Salpêtrière, vous exercez depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a une anecdote marquante avec un patient ou une patiente que vous voudriez nous partager? Alors, j'ai plein de souvenirs. C'est une expérience professionnelle très intense, finalement, de faire de la neuro-oncologie et de rencontrer ces patients. Je ne peux pas en retenir une en particulier, parce que j'en ai vraiment beaucoup à l'esprit. Mais ce que je retiens, c'est vraiment ces échanges très, très forts. Je pense qu'il y a une relation très, très forte qui se crée au fil du temps, pendant toute la durée du parcours du patient, pendant tout son accompagnement, entre moi-même, le médecin, mais entre toute l'équipe, entre le patient, son entourage, parce que l'entourage aussi est extrêmement important pour justement accompagner et soutenir. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment l'échange humain, l'importance de l'échange humain et d'une forme d'écoute réciproque, où nous, on va communiquer un certain nombre de connaissances, un certain nombre de savoirs, mais les patients, en retour, nous communiquent leur expérience. Merci pour votre témoignage. Merci.